Perdre un proche, c'est une épreuve indescriptible. C'est aussi une expérience extrêmement personnelle. Il n'y a donc pas de manuel type pour sortir la tête de l'eau. Pour autant, un certain nombre de questions se posent lorsque l'on tente de faire son deuil. Et on va tenter aujourd'hui de répondre à certaines de ces questions avec nos invités du jour. Restez avec nous. Cet épisode commence tout de suite sur LCI. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, DJ, ça va? Ça va très bien, et toi? Bonjour Dédé. Bonjour. Bah, je vais très bien, pardon, je t'ai pas répondu. Bonjour Dédé. Bonjour. Alors toi, c'est la première intégrale avec nous. Oui. T'es contente? Super contente. Bon, il se trouve que malheureusement pour toi, c'est pas le sujet le plus gai qui soit, sur lequel tu vas intervenir pendant 1 heure. On va parler du deuil aujourd'hui. Oui. Comme je le disais en introduction, c'est une épreuve que beaucoup de personnes traversent. Hein. On a tous plus ou moins perdu une personne proche de nous à un moment de notre vie. Mais c'est toujours vécu différemment. Alors, les questions qu'on va tenter d'élucider aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, même si, encore une fois, il n'y a pas de manuel. C'est un peu différent pour tout le monde. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour surmonter ces épreuves? Comme tu as dit, il n'y a pas de manuel, effectivement. Et c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Que ce soit un parent, un frère, un ami, on vit tous différemment en fonction de notre sensibilité et de la relation qu'on a avec la personne qui est partie. Donc, pour certaines personnes, ça peut être assez rapide, qu'elles vont rapidement passer au-dessus, et puis pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et Oui. voilà. Dédé? Oui, en effet, ça peut prendre beaucoup de temps ou pas, dépendamment de la relation qu'on a avec la personne. Mais c'est de se dire aussi qu'on n'est pas seul, en fait. Enfin, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Je ne suis pas seule. Donc, des personnes qui l'ont vécu, j'ai demandé de l'aide. Hein. Donc, les personnes qui l'ont vécu, on a beaucoup parlé et ça m'a aidé à passer à travers différents deuils. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont justement s'appuyer sur des personnes qui ont vécu des choses similaires et demander conseil, tandis que d'autres vont plutôt se replier sur elles-mêmes. Donc ça va vraiment dépendre de la personne, quoi. Mais effectivement, avoir du soutien, je pense que c'est essentiel. Bon, écoutez les filles, comme d'habitude, on va porter la question sur la place publique. Et la question aujourd'hui, justement, c'est comment avez-vous surmonté la perte d'un proche? On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. Ne pas laisser se lamenter. En fait, pour tout, il faut prier pour cette personne. Et on doit savoir aussi que nous tous, nous allons passer par là. Donc, ça doit être gravé dans la tête, quoi. Il ne faut pas qu'on soit cessé, il ne faut pas qu'on pleure pour pleurer. Il faut qu'on sache que tôt ou tard, nous allons passer par là. Donc, c'est de prier et sans prier, c'est tout. Bon, franchement, je pense que c'est un truc impossible, en fait. C'est une chose impossible. Parce que si l'on a perdu quelqu'un qui nous est cher, je pense que pour pouvoir l'oublier, ça sera tellement difficile. Par exemple, si vous avez l'habitude de sortir avec une personne et cette personne-là dans un endroit bien fixe, peut-être au restaurant, tout et tout, et puis un jour vous rentrez dans un resto, puis vous voyez que la personne n'est pas là, en fait, ça va vous toucher au cœur parce que c'est un peu difficile. Avec les habitudes que vous avez à faire ensemble, tout ça, donc moi je pense que c'est impossible. Pour surmonter la place d'une personne qui lui est chère, il faut croire en Dieu. Savoir que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est ce même Dieu qui nous appelle vers lui. Et si tu crois vraiment à ce Dieu, tu n'as pas à te suicider, à te faire du mal quand tu perds quelqu'un qui t'est cher. Bon alors, on ne parle pas forcément de suicide. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir des pensées suicidaires quand on traverse un deuil difficile, mais même avant d'arriver à ce stade-là, on peut tomber dans une dépression, on peut être très déprimé, on peut vivre une période difficile. Après, on a entendu pas mal de témoignages dans ce micro-trottoir qui convergeaient vers cette idée de Dieu. C'est Dieu qui décide et donc il faut se reposer sur lui pour
trouver les réponses. Quand on croit en Dieu, on se dit que c'est sa volonté et que de toute façon, personne ne va... À la fin, on sera tous partis. Donc, on prend ça un peu... Ça aide, en fait. Ça aide à se dire que, bon, ça fait partie du chemin de vie. On vit, on grandit, on meurt. Donc, mais c'est vrai que ça reste extrêmement difficile. Et pour mon expérience, ça fait 3 ans que j'ai perdu mon père, mais... Vous savez, il y a des moments où ça va. Il y a des moments où on oublie presque. Parce qu'il y a la routine qui se met en place et on recommence à vivre un tout petit peu. Et puis, il y a des moments où un tout petit truc, une chanson, un film, quelque chose va venir te rappeler. Et tu vas te réaliser qu'en fait, mais je ne vais plus voir cette personne-là pour le restant de mes jours. Et c'est vrai que ça reste difficile. Là, ça reprend et il faut trouver le courage de sortir. Et puis, voilà, on vit avec. Ouais. T'es mieux, ma belle. C'est vrai qu'on le vit différemment. Je prends encore mon exemple quand j'ai perdu ma grand-mère versus mon frère. Ma grand-mère, elle est partie, elle avait 95 ans. Donc je dis, bon oui, on est tous emmenés à partir. Voilà, elle a 95 ans, on est triste et tout, mais on est contente pour elle parce qu'elle a vécu, assez longtemps, une longue vie et tout ça. Et quand je prends le cas de mon frère, il est parti prématurément, précipitamment. Soudainement, et du coup, on est dans le déni, en fait. On est en colère, on se dit, mais pourquoi de cette manière? Pourquoi aussitôt? Ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est là où on peut déprimer, complètement déprimer, et se retirer, ou chercher de l'aide, ou trouver la force intérieure par la prière, la méditation, ou en faisant d'autres choses pour aider à passer à travers, en fait. Et c'est vrai que même si on se sent bien par la suite, on a des petits événements dans la vie qui nous rappellent la personne tant aimée. Je pense qu'il n'y a pas de date d'expiration. Voilà, il n'y a pas de date d'expiration, je pense. Je pense que c'est toute la vie. Ouais. Toute la vie, Écoutez les filles, on va accueillir nos invités du jour pour en parler justement de ce deuil et de la difficulté de vivre après avoir perdu un proche. Aujourd'hui, nous avons Marguerite Akossi, docteur Marguerite Akossi, qui est donc psychologue, et Ange Laurent Famien, qui lui est directeur artistique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Bonjour. Alors on va parler du deuil aujourd'hui. Comment faire le deuil, même si c'est une grande question qui n'a pas forcément une réponse. Peut-être qu'on va vous écouter d'abord, docteur Akossi, sur la question, sur, à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de choses? Merci. Je crois qu'il faut peut-être d'abord comprendre ce qui se passe. Oui. Et lorsqu'on comprend le phénomène qui est en cause, à ce moment-là, on peut essayer d'envisager des procédés. Bien sûr. La première chose, c'est de se rappeler que le deuil, ça désigne à la fois la perte de l'être cher, mais en même temps, ça désigne aussi tous les rituels qu'il y a autour, toutes les cérémonies qui se passent autour. Ça décrit la cérémonie elle-même, ça décrit la perte, ça décrit aussi les sentiments et les émotions qu'on aura après. C'est donc cette complexité qu'on doit comprendre pour essayer de trouver après des solutions. Et la première chose qu'on peut dire, du moins du point de vue de la psychologie, c'est que faire son deuil dépend à la fois des individus, de la culture, mais aussi des liens qu'on avait avec la personne qui a disparu et aussi du type de départ dont il s'agit. C'est peut-être un peu plus facile de faire son deuil d'une personne qui a été malade pendant très longtemps, parce qu'inconsciemment, on s'est préparé, tandis que quand on a un départ brusque, inattendu, et en plus, quand c'est un départ qui n'est pas dans la logique de nos croyances, ça devient un peu plus difficile. Et je voudrais juste préciser, parce qu'il y a beaucoup de débats au niveau des sciences psychologiques, qu'en gros, le deuil se manifeste et toutes les personnes passent un peu par les mêmes étapes, même si elles n'ont pas la même durée, même si elles ne se passent pas. Il y a la première phase qu'on peut appeler une phase de choc. Ouais. On apprend la nouvelle,
On peut être dans le déni, on peut être en colère, on peut être en sidération, c'est-à-dire on reste justement sans... Stoïque un peu. Stoïque, ouais. Oui, en fait, comme si on n'était pas là. Et il y a, par la suite, une étape où on réalise, en fait, qu'il y a une perte et où on a tendance à être triste. Et comme tous les phénomènes humains, après, il y a une phase où on récupère et où on essaie de faire recommencer la vie. Donc, en gros, tout le monde passe par ces étapes. Ça ne se manifeste pas de la même façon, ça n'a pas la même durée, en particulier au niveau des émotions, mais tout le monde passe par ces étapes. Et la dernière chose que je voudrais préciser, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler des deuils simples, c'est-à-dire que la personne a une réaction qui suit ces étapes, mais où la personne peut récupérer à un moment ou à un autre sa vie. C'est ça. Et il y a ce qu'on appelle des deuils compliqués, où la personne n'arrive pas à récupérer, soit parce qu'elle est restée au niveau du choc ou au niveau de la dépression. Et il y a même plus, il y a des deuils qui deviennent pathologiques, où on a besoin d'une assistance psychologique et psychiatrique pour s'en sortir. D'accord. Mais je crois qu'on va parler d'abord du deuil simple. C'est ça. Voilà. Alors, on va peut-être vous entendre aussi, Fabien, sur ce qui vous est arrivé à vous et comment vous l'avez vécu. D'accord. Eh bien, moi, c'était la perte de mes deux parents. Déjà ma mère en 2011 et mon père en 2014. Ah oui, donc vraiment un intervalle assez court. 3 ans d'intervalle. Et celui qui m'a formé dans l'infographie, c'était 3 semaines avant le décès de ma mère, dans ma chambre, dans mes bras en fait. Voilà, donc c'était ces 3 chocs-là. Comment j'ai fait? Déjà, c'était... D'abord, j'ai une base chrétienne avec ma mère, et mon père également. Et puis, après, j'avais des personnes autour, des personnes formidables autour de moi, une famille qui... C'est vrai qu'on a perdu tous les parents, mais ils ont su m'encadrer parce que j'étais le plus petit à l'époque. Et vous aviez quel âge? J'avais 23 ans pour ma mère et 26 ans pour mon père. Voilà. Et bon, voilà, c'était ça. Et puis après, sans m'en rendre compte, à cette époque, j'étais, par le soutien des autres, devenu celui qui soutenait. Ouais. Donc après, c'est dans ce transfert de force-là que j'ai pu quand même me retrouver. Parce que je ne savais pas comment ça avait marché. Mais pendant les funérailles, j'étais celui qui consolait. Alors vous étiez le plus jeune? Oui. D'accord. Voilà, donc c'est au cimetière, c'est Ange qui va dire à tout le monde, venez, c'est fini, on rentre à la maison. C'est intéressant ça. Voilà, quand on annonce le décès du père, c'est moi qui va vers les oncles pour dire non, écoutez, il y a ma soeur qui est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait, comme on lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis bon, j'avoue que je pense, avec le temps après, j'ai compris que c'était beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu qui donnait la force. Mais aujourd'hui, je comprends aussi qu'en plus de Dieu, il y a eu quand même ce transfert-là d'énergie. Je vois des gens qui me soutiennent, mais qui ont besoin aussi d'aide. Donc, soutenu en retour. Voilà, essayer de les soutenir en retour m'a permis quand même de tenir le coup. Voilà. D'accord. Alors c'est intéressant ce que Ange Laurent nous dit là par rapport au fait que malgré ce qu'il vivait, il arrivait à prendre cette posture de presque leader pendant cette période de deuil. Est-ce qu'on a des cas de figure, et vous allez nous en parler en tant que psychologue, où justement une des personnes qui subit ce deuil de plein fouet n'exprime pas ou n'a pas l'occasion d'exprimer son sentiment parce qu'elle a tout de suite des responsabilités à abattre? Et est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et si on regarde tous les rituels qui entourent les décès, particulièrement en Afrique, tout est fait pour vous obliger à sortir de là. C'est-à-dire que lorsque vous perdez un être cher, vous vous retrouvez confronté à tellement de problèmes pratiques à régler, tellement de rituels à satisfaire, qu'en fait, vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur votre peine. Justement, est-ce que c'est pas... je pense qu'on le revit après, même si pendant le moment... C'est pas juste retarder l'inévitable. Ce n'est pas juste retarder l'inévitable, parce que ça intervient à une période où vous avez déjà eu le temps d'apprendre
la nouvelle. Vous avez commencé à exprimer les émotions que vous pouviez exprimer et ça vous oblige à vous remettre dans le courant normal de la vie, sans que ça dépende de votre volonté. Donc ça vous oblige à vous remettre dans le courant normal de la vie et ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Et puis ce qu'il faut préciser par rapport au processus de deuil, parce que c'est un processus, c'est que c'est pas, ça commence ici, ça là, et puis c'est fini. C'est pas comme ça. C'est quelque chose, c'est une oscillation permanente entre différentes émotions, entre différentes situations. C'est une oscillation permanente, et puis c'est même un cycle, un retour. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir accepté et d'avoir commencé à revivre normalement, et puis le lendemain matin, on entend une chanson, comme vous disiez, qui vous remet dans une certaine atmosphère et on recommence. C'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Ce qui est important, c'est comment on fait avancer la vie. C'est normal, je crois que ce qu'il faut que tout le monde retienne, c'est que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de pleurer, c'est normal, mais il ne faut pas rester dans cet état. Dans ce processus. Donc, il faut permettre que les émotions puissent s'exprimer, chacun à sa façon, et remettre les personnes dans le cours de la vie. Et c'est pour ça que je crois que les rituels qui entourent les décès ne sont pas négatifs. D'accord. Et on a même une observation. À un moment, il y a eu un courant aux États-Unis où on essayait dire, bon, il ne faut pas s'occuper de la mort, etc. Et donc, où on envisageait quelqu'un va faire un enterrement d'un proche le matin et le soir, on lui dit, il faut aller en boîte, il faut aller, etc. Oui. Et on s'est aperçu que les gens faisaient beaucoup plus de deuil compliqué et pathologique parce qu'on a besoin d'un moment pour exprimer et on a besoin d'un moment pour reprendre la vie. Oui. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est que chacun de nous, parce que je suis concernée aussi, j'ai perdu ma sœur il y a un mois, chacun de nous comprenne que c'est normal d'avoir de la peine, mais c'est normal aussi de rire. Parce qu'il y a un des problèmes, c'est que les personnes s'interdisent de vivre parce qu'elles ont l'impression que c'est une trahison de la personne qui est partie. Donc, et que c'est trop tôt parfois. Il n'y a pas de délai. C'est vraiment personnel. En fait, c'est ça, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de délai. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez appris aujourd'hui que vous avez perdu un être cher. Demain, vous pouvez avoir une raison de rire et rire. Ça ne diminue en rien les sentiments que vous avez pour la personne. Et en fait, ça ne veut même pas dire que votre peine est finie. C'est juste que il faut laisser la place à la vie. Et un des problèmes, justement, c'est que l'entourage ne comprend pas toujours et a tendance à vous cantonner. Quand on a perdu quelqu'un, on fait l'enterrement un mois après. L'entourage s'attend à ce que pendant un mois, vous soyez... Mais si pendant un mois, vous êtes vraiment dans cette situation de tristesse, ça va contribuer après à faire des dépressions. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'entourage aussi qu'il faut éduquer pour expliquer qu'il faut laisser les émotions s'exprimer et que les émotions sont ambivalentes et que s'il y a quelque chose qui vous fait rire, ce n'est pas parce que vous êtes en deuil que vous ne devez pas rire. Et c'est même le plus important. Je veux dire, est-ce que le fait que le corps, dans beaucoup de pays d'Afrique noire, dans certaines religions, le corps reste longtemps à la mort avant d'être enterré, est-ce que ça ne retarde pas le processus de deuil? Si le corps est enterré... Est-ce que ça va pas plus vite? Voilà, est-ce que ça va pas plus vite quand le corps est déjà enterré? Parce que je prends le cas personnel du côté de la famille de ma mère, mon grand-père, pendant 3 mois, restait 3 mois à la morgue avant d'être enterré. Et on dirait que pendant 3 mois, la vie s'arrêtait, quoi. Tout le monde était à la limite déprimé. Parce que le fait de voir le corps faisait en sorte qu'on avait une closure. Oui, ça permettait de faire vraiment le deuil.
C'est vrai que par exemple, ça dépend des cultures. Par exemple, dans les cultures musulmanes, nous sommes issus, nous, l'enterrement se fait de suite. C'est lié à ça aussi, c'est ce côté, il faut laisser le corps de partir. Est-ce qu'il y a un impact? C'est ça, Oui, il y a certainement un impact, mais il n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne peut vraiment commencer son processus de récupération qu'une fois l'enterrement fait. C'est ce qui explique que lorsque les gens qui perdent quelqu'un ou quelqu'un disparaît, on ne retrouve pas le corps, etc., ont beaucoup de mal à faire le deuil parce qu'il faut bien un moment dire, OK, le moment, je fais mon deuil à partir de tel moment. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème est un peu complexe parce que dans les cultures où on a tendance à différer, les personnes peuvent rester, pour surmonter cette période où le deuil n'est pas encore commencé, en fait, les personnes sont dans une situation, j'allais dire, un peu de déni, et donc, en fait, elles sont protégées. C'est-à-dire que pendant que le corps est à la morgue, elles ne sont pas vraiment en deuil. Enfin, c'est ce que la culture prévoit pour les protéger, elles ne sont pas vraiment en deuil. Même quand il y a des rituels, on n'applique pas encore les rituels de deuil. Par exemple, les veuves, le corps est à la morgue, mais elles peuvent saluer. Elles ne sont pas encore veuves. Donc, la culture a prévu, en fait, de favoriser cette espèce de déni provisoire. Ce qui pose problème, c'est maintenant parce que nous, on n'adhère pas forcément à tout ce que la culture a prévu. Et donc, nous, on n'arrive pas souvent, c'est ce qui se pose dans l'environnement moderne, les personnes n'arrivent pas à rester dans cette période de déni où on dit que tant qu'on n'a pas fait l'enterrement, on n'est pas en deuil. Elle souffre. Bah oui, parce que la douleur, elle commence dès le début. Mais ça varie suivant les personnes et certaines personnes arrivent à être, puisqu'il n'y a pas de cérémonie, puisqu'il n'y a rien, vous pouvez aussi être dans le déni. D'accord. Et quelquefois, le déni est protecteur. Il ne faut pas croire, c'est-à-dire il ne faut pas se donner des morales en disant il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être... Non. Quelquefois, le déni est protecteur. Et en particulier, tant qu'on ne peut pas commencer vraiment le processus de deuil, c'est une chance de pouvoir être dans le déni. Alors, on va poursuivre la conversation dans quelques instants. On va tout juste marquer un temps de pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. On parle aujourd'hui du deuil avec nos invités, Ange-Laurent Famien, qui est donc directeur artistique, et docteur Marguerite Akossi, psychologue. Avant de partir en coupure pub, vous nous expliquez que le déni n'est pas forcément une mauvaise chose, que ça peut être protecteur. Oui, le déni n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est-à-dire il faut que vous soyez prête à gérer les émotions qui arrivent. Et quelquefois, ce déni, c'est un moment protecteur qui vous permet, même individuellement, de ne pas vous lancer dans des émotions, et surtout quand vous ne pouvez rien faire. Je veux dire que si vous êtes ici, que vous perdez un parent à 3000 km, vous ne pouvez rien faire. Mais le fait d'être de temps en temps dans le déni vous permet d'avancer. D'avancer. De pouvoir accomplir des tâches, tout simplement. Vous permet d'avancer. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans le déni permanent, mais ça vous aide à avancer. Et je crois que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas chercher à faire des normes dans la façon de faire le deuil. C'est ça. Il faut que les personnes puissent exprimer leurs émotions et si elles peuvent trouver dans l'entourage, auprès des autres, des personnes pour les accueillir ces émotions comme elles s'expriment. Et c'est vrai qu'en fonction des cultures, on n'attend pas tout à fait la même expression des émotions, justement. Des émotions. Et en général, c'est lié aussi aux croyances. On en parlait. Par exemple, chez les musulmans, si on exprime trop d'émotions,
ce n'est pas le fait d'exprimer les émotions qui pose problème. C'est le fait que vous ne faites pas confiance à Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de juger Dieu. Parce que vous êtes en train de dire qu'il a mal fait. Et donc, le fait d'avoir cette croyance en Dieu, ça vous gêne un peu mais c'est ce qui vous empêche d'exprimer d'une certaine façon vos émotions. Mais en même temps, on voit aussi que c'est le premier pansement qu'il y a sur votre émotion. Dans d'autres cultures, au contraire, on pense que exprimer, extérioriser ces émotions permet de les sortir et après, on peut passer à autre chose, on peut s'organiser. Il y a tous les cas de figure d'une culture à l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant qu'individu, il faut trouver quel est le moyen qui vous aide, vous. C'est pas parce que vous êtes d'une culture que vous êtes obligé de partager, mais peut-être simplement trouver les endroits où vous pouvez exprimer vos émotions. C'est-à-dire vous pouvez pleurer, vous n'êtes pas obligé de pleurer sur la place publique où tout le monde vous voit, mais vous pouvez pleurer auprès de votre copine, etc. Donc, mais exprimez vos émotions et en trouvant le cadre approprié. Alors justement, en parlant d'expression d'émotions, Ange Laurent, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes très vite positionné comme cette personne sur laquelle on s'est reposé aussi, mais est-ce que du coup ce processus de deuil, il s'est fait plus facilement pour vous, ou est-ce que les choses est-ce que ça a été ce cycle dont le docteur vient de nous parler, c'est-à-dire un petit aller-retour et puis une oscillation entre les émotions? En vrai dire, ça a été plus compliqué après. Voilà, parce que j'avais pas pu extérioriser comme il fallait. Et comme j'avais donné l'impression d'être le plus fort, j'avais cette étiquette-là. Du coup, après les funérailles, après, quand c'est difficile, personne ne te regarde. On ne sait même pas que c'est difficile parce qu'on se dit que le gars, il gère. C'est ça. Donc, quand il y a quelque chose de compliqué, va voir Ange. Lui, il est posé, il peut s'occuper de tout ça. Donc après, c'était difficile. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. D'accord. Voilà, donc c'était un peu un besoin d'exprimer. Un besoin d'exprimer des choses. Je ne peux pas le faire dehors parce que tout le monde m'a donné le chapeau de celui qui tient. Donc derrière, il faut que je puisse extérioriser. Donc je commençais à écrire. Donc à l'époque, quand ma mère vivait, c'est avec elle que je partageais pratiquement tout. Du coup, j'écrivais dans un petit cahier ce que je voulais lui dire à maman. Aujourd'hui, c'était compliqué. Voilà, tout le monde me regarde, on dit Ange lui supporte alors que c'est faux. Bon, je ne peux pas te dire, mais au moins j'écris ça là. Et progressivement, ce cahier a pris du volume. Et avec le temps, une amie est tombée par hasard dessus. Et puis elle m'a dit, bon mon gars, ce que tu as écrit là, c'est assez fort. Essaie de le retranscrire. Et pendant ces périodes-là, le fait d'aider, quoique ça me compliquait la vie derrière, j'ai commencé à aimer. Ça vous a apporté quelque chose aussi? Ça m'a apporté quelque chose. J'ai réalisé que j'aimais voir les gens heureux. J'aimais voir les personnes autour de moi contentes, surmonter des obstacles, braver certaines difficultés. Et bon, avec le temps, j'ai pris goût. Du coup, quand j'ai retranscrit l'histoire dans le livre, j'ai essayé de mettre des petits conseils, des petites choses que j'avais moi-même essayées. Quoique ce n'est pas un manuel pour tout le monde, comme on vient de le dire. Mais bon, c'est une expérience personnelle qui quand même peut aider d'autres personnes. Qui a déjà quand même aidé certaines personnes qui D'accord. Il s'appelle L'opportunité, votre livre. L'opportunité d'avoir perdu ses parents. L'opportunité d'avoir perdu ses parents. Et oui, voilà, on va le montrer un petit peu. Alors, justement, c'est un peu écrit sous forme de journal, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment ce que vous avez ressenti sur le coup. Et après, vous avez informé ces expériences avec votre regard de... Oui, comment je vais dire? Déjà, il est divisé en deux parties. La première qui raconte l'histoire. Voilà, la mauvaise nouvelle, comme le docteur a dit tout à l'heure, le choc. La période des condoléances avec tous les rituels. Et la mise en terre. Pour les deux parents, le père et la mère. Et ensuite, l'opportunité de les avoir perdus. J'ai dit opportunité parce que pour moi, c'est ce que ça a été. Ça a été compliqué, mais après, je suis sorti un peu plus mûr. Donc, je n'avais pas de responsabilité en tant que telle dans la gestion des funérailles, mais c'était beaucoup plus dans la gestion des émotions des personnes autour. Et le soutien des autres. Voilà, du soutien des autres. Donc, après, c'est ce que j'ai mis en pratique pour pouvoir faire cela dans ces périodes-là que j'ai essayé d'écrire. Donc, il y a le chapitre qui traite la gestion des émotions, quelques petits conseils que j'ai moi-même expérimentés. Il y a croire, parce que c'est ce qui m'a vraiment aidé à cette période-là. La foi. Je m'étais rendu compte que plus rien d'autre que croire que ça va aller, c'était ce qu'il fallait faire. Et ça m'a permis quand même de tenir le coup. Et le dernier chapitre, c'est pourquoi je pleure. Parce que, arrivé à un certain moment, je me suis posé cette question.
Bon, je pleure tous les jours, oui, mais pourquoi? C'est normal de pleurer, mais il y a forcément une raison. Oui. La raison, c'est peut-être parce que les parents sont partis. Mais ça peut être autre chose aussi. D'accord. Donc pour moi, c'était de savoir qu'ils sont partis, c'est fini. Donc si je pleure pour ça, je continuerai de pleurer à jamais. Et ça, c'est déjà réglé. Parce que jamais résolu. Jamais résolu. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. Ce matin, j'avais une présentation au bureau. Ils m'ont demandé de parler du bouquin. C'est fini en larmes. Parce qu'on ne peut pas régler ça. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Pour lesquelles on pleure aussi. Parce qu'on avait peut-être des projets avec eux. On avait peut-être des choses qu'on voulait faire pour eux. Donc moi, c'est ce que j'ai regardé après. Je me dis, bon, je pleure parce qu'ils ne sont plus là, d'accord. Mais je pleure aussi parce que j'aurais voulu faire telle ou telle chose avec mes parents. Mais ils ne sont plus là, mais moi, je suis là. Je peux toujours le faire. Du coup, j'ai fait un transfert de ces émotions-là pour dire, bon, pleurer parce qu'ils sont partis, d'accord, mais pleurer pour faire des choses qu'on n'a pas pu faire avec eux, ok. Donc, transfert d'émotions pour ne plus trop pleurer pour ça, mais plutôt les réaliser. D'accord. Voilà. C'est très sage, ça, quand même. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans... Alors, vous avez dit que ça a déjà commencé à aider certaines personnes. Oui, je reçois quand même assez de témoignages pour les personnes qui ont lu. Voilà. Alors, la question que je me pose, et ça va être plutôt pour vous, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, ça passe tellement vite. Très vite. Moi, j'ai vécu un deuil très jeune. J'avais 6 ans quand mon père est décédé. Et ma mère a fait le choix de ne pas le dire à ma sœur et moi. Ma sœur avait 4 ans, j'en avais 6. Et donc, de nous cacher la mort de notre père pendant 2 ans, il me semble, 3 ans. Donc, on était un peu dans une sorte de période de limbe où les enfants ne sont pas bêtes. En fait, ils savent, ils s'en doutent. Et je pense que j'ai un peu forcé le destin en lui posant des questions. Elle a fini par céder. J'ai compris, parce qu'elle me l'a expliqué, parce qu'on en a parlé, surtout vu les circonstances du décès de mon père qui étaient assez horribles, assez sordides, pourquoi elle ne se sentait pas de le faire, parce qu'elle vivait une période très difficile aussi, et puis parce que c'est pas évident de parler de ça avec ses enfants. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut parler avec transparence à ces jeunes enfants si, par exemple, le père ou la mère est parti? Est-ce qu'on doit les mettre dans cette situation de deuil jeunes, ou est-ce qu'il faut attendre? Non, absolument, il faut leur dire. D'accord. Mais ça ne veut pas dire les mettre dans une situation de deuil. D'accord. On leur dit que leur père ou leur mère est parti. En fonction du vocabulaire qu'on utilise dans la famille, ça peut être il est parti au ciel, il est parti rejoindre les anges. Et on n'a pas besoin de leur donner les détails pratiques. Leur compréhension d'enfant suffit à intégrer l'information, mais il faut qu'ils intègrent l'information. Parce que lorsqu'ils n'intègrent pas l'information, vous avez pu le savoir à peu près peu de temps, finalement 2 ans après. Oui, parce qu'il y avait des bruits de couloir, donc à un moment donné... il y a des personnes... Et c'était ça le problème. Il y a des personnes que nous avons dû suivre parce qu'on leur a caché que leur mère était décédée, et après, on ne sait plus comment le leur dire. Ouais. Et lorsque... à 17 ans, elle a réussi à apprendre la vérité. Elle a surtout appris qu'elle ne pouvait pas faire confiance à son père qui lui avait menti toute sa vie. Ça peut briser les Et donc, relations. on est tombé dans d'autres travers. Il faut dire, les enfants n'ont pas la même représentation de la mort que nous. Ils savent, il faut leur dire, mais leur dire avec des mots simples et les laisser faire leur deuil à leur façon. On pense les protéger, mais finalement, on leur crée plus de problèmes. Quand on leur dit, ils s'adapteront, ils passeront, ils auront le choc, mais peut-être que leur statut d'enfant fait qu'ils arrivent plus facilement à retomber dans le cours de la vie. Oui. Et je voulais réagir sur ce que vous avez fait. En fait, vous avez résumé ce qui se passe dans le deuil. Et en fait, il y a 2 grandes tendances selon les individus, et puis on oscille entre les deux. C'est ça. Il y a ceux qui se confrontent au deuil, c'est-à-dire qui continuent à parler de l'être cher, à rechercher, à se souvenir des moments avec lui, à rechercher tout ce qui les unit, voire à écrire, etc. Et cette confrontation rend l'être cher à la fois présent, et ça permet à certaines personnes de dépasser. Et puis, il y a d'autres pour qui la seule façon, c'est l'évitement. Donc, on cache tout ce qui avait trait à la personne et pour essayer d'avancer. L'essentiel, c'est de laisser les personnes pouvoir
s'exprimer suivant ce qu'elles ressentent. Ne pas les obliger à faire ça ou ça. Et une fois qu'elles peuvent exprimer ce qu'elles ressentent, il faut aussi qu'elles sachent que les gens qui sont autour de nous, nos amis, etc., peuvent être d'un très grand secours parce que si nous avons de la peine, il faut sortir des normes. Il n'y a pas une façon universelle de faire le deuil, mais si nous avons de la peine, nous pouvons pleurer auprès de notre ami. Si on se sent mal, c'est normal qu'on se sente mal. Si on a des regrets, c'est normal qu'on ait des regrets parce que la perte d'un être cher, c'est en fait un projet qui s'arrête. C'est ça. Des rêves, des ambitions. Oui, un projet s'arrête et sans qu'on l'ait prévu. Donc, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir des regrets, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui font des fondations. Si vous voyez le nombre de fondations que des parents ont créées parce qu'ils ont perdu un enfant, parce que c'est une façon de continuer à faire vivre la personne pour que le projet ne s'arrête pas. C'est ça. Et en fait, chacun à sa petite échelle peut faire en sorte que le projet ne s'arrête pas. Ne serait-ce qu'en continuant quelque chose qu'on avait en commun. Ça peut être, elle aimait les belles robes, elle aimait les coiffures, elle aimait les... etc. C'est trouver l'astuce pour continuer à faire vivre la personne en fonction de vos croyances. Et évidemment, dans ce domaine-là, ceux qui croient en Dieu sont largement avantagés. Bien sûr. C'est une belle façon de voir les choses, je pense, cette idée de poursuivre le projet. Il faut poursuivre le projet parce que si ça s'arrête brusquement pour vous, il faut le poursuivre d'une façon ou d'une autre parce que c'est ça qui vous rend mal à l'aise. Et si vous pouvez poursuivre le projet, vous pouvez reprendre le cours de la vie en essayant de faire des choses. Merci à tous les deux. Malheureusement, on n'a plus de temps du tout. Je suis vraiment navrée parce que je pense qu'on aurait tous aimé continuer cette conversation. Merci beaucoup, docteur Akossi. Merci à vous, docteur, non pas docteur, mais l'écrivain Famien. Et puis, je vais lire votre livre, en tout cas, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. L'opportunité d'avoir perdu ses parents. Voilà. Qui est disponible où? Pas encore maison d'édition, mais chez moi. D'accord, il faudra vous contacter. Très bien. Merci à tous les deux. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur la nouvelle chaîne ivoirienne Les Femmes d'ici. C'est à 13h05 du lundi au vendredi, le numéro 4 de la TNT ou 204 du bouquet Canal. Continuez donc à nous suivre. On va à présent passer à notre portrait du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Awa Touré, qui est donc fondatrice de la Maison Manjou, une maison de tisane et de biscuiterie fine et de pâtisserie fine. Elle va nous rejoindre tout de suite en plateau dans le Miroir 2. Bonjour Awa. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Oh, c'est gentil, merci. Alors vous êtes venue avec plein de petits cadeaux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est donc des petits biscuits, des sablés, des choses comme ça, c'est ça? Oui. Donc aujourd'hui, je suis venue avec notre produit phare, qui sont des biscuits sablés qu'on appelle les rails sablés. Ce sont des biscuits à base de farine de riz locale, avec des saveurs africaines aussi, c'est important. Ouais. Ici, là, moi, j'ai hibiscus vanille, qui est un des favoris aussi de notre clientèle. Et donc il y a un petit échantillon de choses, on va les goûter après, mais merci beaucoup. Bien d'ailleurs. Alors, comment ça a commencé cette aventure, donc Manjou, et l'envie de créer ce salon de tisane et puis de confectionner tous ces petits gâteaux? D'accord. Manjou, ça date d'un projet personnel depuis 5 ans maintenant. Et c'est à partir de l'année 2020 que j'ai vraiment décidé de réaliser mes rêves. Parce que où je travaillais, c'était très bien, mais j'ai remarqué que ça me poussait en fait. Ça m'éloignait beaucoup de mes rêves. Donc j'ai dit, j'ai envie de pouvoir réaliser mes rêves pendant qu'il est encore temps, surtout avec la pandémie qui avait commencé. Oui. C'était une grosse année de réalisation. Donc vous aussi, c'était un peu l'idée Covid, quoi.
Exactement. Non, pas vraiment, parce que je me suis dit, pourquoi pas te concentrer sur quelque chose que tu aimes, vu que c'est ton rêve, lance-toi, réalise, parce que après tout, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc c'est le moment. Voilà, ça a été un peu impulsé par la période aussi. Exactement. D'accord. Et donc ça a été après plus ou moins facile, compliqué de mettre les choses en place et de le concrétiser vraiment, donc d'obtenir le local et tout ce qui s'ensuit. Ah oui, c'était très difficile parce que de base, moi, j'avais même pas prévu de faire une biscuiterie. Je travaillais vraiment sur un petit projet personnel et la recette, je l'ai créée comme ça, juste pour faire plaisir. Et c'est après avoir fait déguster les biscuits à plusieurs personnes que le succès a pris et je me suis retrouvée toute seule à faire 10 biscuits, 100 biscuits, 250 biscuits et je me suis dit, mais là on est sur quelque chose, donc pourquoi pas changer l'histoire de la gastronomie africaine et ivoirienne aussi en osant et puis en créant la maison Manjo. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et Manjo, ça veut dire quoi? Manjo, c'était le surnom de l'illustre guerrier Samori Touré, qui lui a été donné en hommage par la tribu de l'Empire Wassoulou, qui aujourd'hui se retrouve un peu au nord de la Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali aussi, au Sénégal et aussi au Burkina Faso. Donc pour ce peuple, Manjo signifiait la gloire, la richesse, la royauté, l'invincibilité, le leadership, le pouvoir et surtout l'humilité. Ça a été, au fil des années, l'héritage de la famille Touré. Mais vu que nous sommes énormément dans la redécouverte, moi j'ai dit que Manjo, ces valeurs, je les retrouve dans tout le monde. Je les retrouve en vous, je les retrouve en vous, je les retrouve en vous, je les retrouve en vous ici, chers téléspectateurs. Et c'est dans ça qu'a naquit la vision aussi de la maison Manjo. On voulait vraiment que nos clients soient des royautés. Utiliser quelque chose de complètement différent. Et vous verrez dans nos cartes aussi qu'elles ont... C'est ce que j'allais vous dire, en fait. C'est comme si on a un petit cours d'histoire aussi, un petit cours d'histoire africaine surtout. Exactement. D'accord. Et donc si vous ouvrez, vous verrez qu'elles sont recouvertes d'or comestible. Et ça, c'est parce que nous valorisons notre clientèle. Et lorsqu'on dit que nos clients sont des royautés, on le pense vraiment. Et on veut aussi que tous nos clients, lorsqu'ils viennent chez nous, se disent que je ne croyais pas trop en moi, mais je suis allée chez Manjo, c'est chez moi, c'est ma maison. Et puis, ils m'ont fait... Je me sens bien. Donc, c'est une vraie expérience. Oui, je me sens dans la peau d'un roi. Parce qu'après tout, c'est une culture, c'est un style de vie. Et notre but, c'est vraiment de faire la promotion d'une Made in Côte d'Ivoire et d'une Made in Africa. Ouais, alors justement, en parlant de promotion du Made in Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit? Qu'est-ce que vous utilisez en particulier? C'est quoi vos produits phares qui sont tirés et exploités ici? On va dire carrément tout, comme vous pouvez voir. Déjà, notre produit phare, qui sont les rails sablés, l'ingrédient de base, c'est vraiment de la farine de riz locale. D'accord. C'est 100% ivoirien. L'hibiscus aussi vient de la Côte d'Ivoire, le gingembre, le baobab, tout. Et surtout pour les tartes qu'on appelle nos reines, vous verrez le cacao vient d'ici, le coco vient d'ici, le baobab, l'hibiscus, le café, vraiment tout, vraiment tout. Même le packaging est fait ici. C'est assez impressionnant. C'est vrai que là, on ne peut pas dire que vous ne faites pas de la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des challenges ne serait-ce que dans la fabrication de vos biscuits, dans la distribution plus trop parce que vous avez un magasin pour ça et donc j'imagine que ça se passe de manière plus fluide. Le packaging, c'est quoi les petits challenges que vous rencontrez en tant que... Les petits challenges, on va dire que c'est... Lorsqu'on veut faire quelque chose de luxueux et de gastronomique, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc, on n'a pas vraiment accès à tous les moyens nécessaires aussi pour pouvoir être exactement où on veut. Donc, c'est nous, avec nos petits moyens et puis surtout notre passion, à chaque fois qu'on a des blocages, surtout, on essaie de trouver une solution qui reste dans notre budget et puis avec aussi les petits moyens qu'on a à notre disposition. Parce qu'en fait, votre clientèle est effectivement pas forcément l'ivoirien moyen. C'est un peu plus cher que...
Non, vraiment, c'est tout le monde. Vraiment, au début, on se disait Par exemple, ça fait combien? J'allais poser exactement une question. Je t'ai coupé. 6500. Lorsqu'on voit une le boîte packaging, oui, les mini reines. Ici, ce sont les petites reines. Donc, il y en a combien dedans? Il y en a une. Ah, il y en a une, d'accord. Oui, il y en a une. Elles sont vraiment très grandes. Oui, elles sont vraiment très grandes. Et à chaque fois qu'on dit mini, lorsque on dirait pas que c'est les clients goûtent, ils se disent, mais vous êtes sûr que ça c'est mini? Parce que j'arrive pas à finir. Et les grandes sont vraiment très, très grandes. D'accord. Et c'est pareil aussi pour nos biscuits. Parce que grâce à la farine de riz, ils ont 2 fois plus de nutriments que les autres biscuits. Et ils sont aussi, je vais ouvrir pour montrer à tout le monde. Allez-y, je vous en prie. Ils sont aussi plus gros que la norme. Donc lorsque vous en consommez un, c'est pratiquement comme si vous avez consommé 2. Donc le paquet de 5 biscuits équivaut réellement à un paquet de 10 biscuits. On arrive à s'arrêter parce que c'est tellement bon. Une petite réaction? Bah, juste je ne sais pas si vous saviez, mais est-ce que vous savez combien de calories il y a par biscuit? Moi, c'est ma question aussi. C'était une question? C'est une question importante. Là, on a fait les tests et c'est à peu près maximum 80 calories par gâteau. Parfait. Oui. Même cela, là? Oui, parce que absolument tout ce qu'on fait, que ça soit sucré comme salé, a un taux d'indice glycémique plus bas que la norme. Donc, ça fait qu'à chaque bouchée, le client se dit « faut que je fasse attention ». Mais non, c'est bon. Il y a moins de sucre. Et ça, c'est vraiment même le retour de certains clients, notamment ceux qui sont diabétiques, qui disent que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est que c'était pas très sucré. Et c'est quelque chose que je recherche. Bien sûr. Et c'est très bien aussi, parce que étant donné que nous sommes un salon de tisane, ça va très bien avec les tisanes qui ont chacune des vertus sur le système immunitaire et la santé qui sont très bien. Donc vous mettez ça aussi au centre des choses. Oui. Et c'est important parce qu'on est quand même dans des pays où les taux de diabète élevés. Oui. En effet. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Merci. Alors juste avant de vous laisser partir, on va quand même procéder à un petit rituel qu'on a ici chez les femmes d'ici. C'est une petite interview rapide pendant laquelle il faut pas réfléchir pour répondre. Il faut vraiment donner votre réponse la plus spontanée. D'accord. Vous êtes prête? C'est le tac au tac tout de suite. Alors, Awa, brillant ou mat? Brillant. Je me suis dit aussi en regardant votre tenue. Sucré ou salé? Salé. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Fondant au chocolat ou tarte au citron? Tarte au citron. Thé ou café? Thé. Talon ou basket? Talon. Jean ou robe? Robe. Robe, bien sûr. Oui. Assigny ou Lille Boulet? Ouh là là. Assigny. Et alors, plutôt hibiscus ou gingembre? Gingembre. Vous réfléchissez par rapport au biscuit ou par rapport à votre goût personnel? Par rapport à ma personnalité, parce que les ingrédients disent beaucoup sur nous. Exactement. Un peu piquante. Donc, gingembre. Votre destination rêvée? Brésil et Italie. Et votre couleur préférée? Rose clair, baby Pourquoi? pink. Parce que c'est une couleur qui symbolise la pureté et aussi, on va dire, la joie. Parce que c'est simple, c'est pur, c'est raffiné. C'est une couleur vraiment qui m'apaise. D'accord. Et votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, je le réalise déjà. Ah, c'est bien, c'est génial. Écoutez, félicitations alors. Merci beaucoup, Awa, d'avoir été avec nous. Hein. Merci. C'est un plaisir. Et puis bon, on vous dira ce qu'on en a pensé après les avoir goûtés, ces fameux gâteaux. Merci à vous d'être avec nous. Surtout, restez avec nous pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. C'est dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici sur NCI. On passe à présent à notre rubrique Au Top avec Dédé qui va nous expliquer comment et si on peut perdre du ventre. Dans Au Top tout de suite. Dédé, dis-nous. Je crois que c'est vraiment la grande question. Je me prends des mains, j'ai trop hâte de faire. Bonjour tout le monde. Avant ça, j'aimerais dire à ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Dédé, nutritionniste diplômée universitaire. Petit rappel, voilà. Voilà, donc j'accompagne les personnes en surpoids ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou d'autres qui sont désireuses tout simplement de manger sainement. Voilà, donc ma méthode est basée sur manger équilibré et sain.
D'accord. Voilà. Donc, pas les régimes extrêmes. Pas les régimes extrêmes et tout ça, restrictifs et tout ça. Non, ça, c'est pas moi. Et t'as bien raison. Exact. Alors, t'es venu avec ton maître carrément. Moi, j'ai peur de ça. Ah oui, on va faire des mesures. Oui, parce que quand on me dit, quand je vois ce que ça donne là. Ah oui. Bon, écoutez, oui, c'est une question qui me revient sans arrêt, surtout chez les femmes. Dire, bah oui, j'ai du ventre et tout, mais j'aimerais perdre du ventre, mais je veux garder mes fesses et je veux rien toucher d'autre, d'accord ? Donc il faut savoir qu'en fait, on ne peut pas perdre uniquement d'une partie de son corps. Donc si on veut perdre du poids, c'est de manière globale. Et on parle en général de la matière grasse, en fait. La matière graisseuse, plutôt. Donc ce n'est pas... on ne veut pas perdre du muscle, c'est très important, mais on veut perdre du gras, d'accord ? Et il y a même des personnes croient qu'en fait, le fait de faire certains exercices... Les abdos, ben oui. Voilà, les abdos vont pouvoir faire maigrir du ventre. C'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a même une... Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a même une... Je souffre comme ça pour rien, en fait. Peut-être pour rien. Il y a une étude... Ça va te sculpter, mais ça va pas te faire maigrir Voilà, du ça va ventre. pas te faire maigrir du ventre, c'est sûr. Il y a même une étude américaine qui s'est intéressée sur le sujet, donc qui ont suivi des individus qui font des push-ups pendant 6 semaines et des individus qui font des exercices cardiovasculaires couplés d'exercices avec résistance. Ouais. Donc les personnes dans le second groupe perdent en effet de la circonférence autour de la taille. D'accord ? Donc, par rapport à ceux qui font des abdos. Voilà, par rapport à ceux qui font des abdos. Donc, Même ça la prouve planche, que... là, ça marche pas. Moi, je suis en train d'apprendre des choses. Il faut faire des exercices cardiovasculaires et des exercices de résistance. Très important. Et je voulais aussi le préciser. Quand on dit gras au niveau du ventre, ça peut être du gras qui est subcutané. D'accord, donc quand on touche, c'est mou, donc on sent que ça roule. Subcutané, c'est-à-dire quoi, sous la peau ? Sous la peau, exactement. Ça peut être du gras à l'intérieur de la cavité abdominale. D'accord ? Je ne savais donc pas. Ce gras-là, il est autour des organes. Et c'est ce gras-là qui est super dangereux. Parce que quand on a ce gras autour de ces organes-là, on s'expose à avoir des maladies métaboliques. Est-ce qu'au toucher, on peut savoir si c'est... Si c'est dur. De toute façon, si tu touches et que c'est mou et que tu sens que tu peux pincer et qu'il y a, voilà, il y a du gras, tu sais qu'il y a... Ça veut dire que c'est on dirait sous la peau. C'est sous la peau. D'accord. Mais si tu sens que c'est dur, la plupart des hommes, d'accord, quand ils ont du ventre, la plupart des hommes, c'est justement c'est vraiment du gras intra, voilà. Donc en fait, en règle générale, quand on mesure son tour de taille, donc pour les femmes, quand on a plus de 88 cm de tour de taille, ça veut dire qu'on a du gras abdominal. Et pour les hommes, c'est 102 cm. Attends, toutes les femmes, qu'elles soient grandes, petites, ça n'a pas d'importance. C'est une règle générale. Bon, évidemment, il y a d'autres facteurs, donc c'est juste pour avoir une sorte d'indicateur. Voilà, un indicateur, exactement. Mais il y a d'autres mesures évidentes. D'accord, donc 88, c'est la norme. Voilà, 88 cm, c'est la norme pour les femmes et 102 pour les hommes. D'accord. Donc, et beaucoup de femmes qui ont déjà eu à avoir des enfants, ont eu des bébés, peuvent sentir que leur ventre est différent. D'accord ? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont du gras abdominal, intra-abdominal ou subcutané. Ça veut tout simplement dire aussi, parce qu'une femme sur 4 a ce qu'on appelle une diastasis, donc une ouverture, voilà, une séparation des muscles de l'abdomen, de ce qui fait que l'abdomen devient plus protubérant. Et ça, c'est juste après la grossesse, en fait, c'est assez normal. C'est assez normal. Après l'accouchement, pardon. Voilà, après l'accouchement, il y a certaines femmes, ça se referme. Il y en a d'autres, ça se referme, mais pas tout à fait. Il y en a d'autres, ça reste Est-ce qu'on peut faire des choses pour faire en sorte que ça se referme tout de suite ? Il y a des exercices qui peuvent aider, mais le ventre ne deviendra jamais plus comme avant. Le seul traitement radical, c'est la chirurgie esthétique. Malheureusement. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la perte du gras du ventre ? Justement, c'est ce dont j'allais parler. En fait, il n'y a pas un aliment tel quel. Et comme je dis, il faut d'abord baisser la quantité de son gras corporel à un certain niveau pour qu'on puisse commencer à avoir des résultats sur la sangle abdominale. D'accord ? Donc là, il faut manger sainement, diminuer surtout le sucre, parce que le sucre est responsable de l'accumulation de gras au niveau du ventre et surtout intra-abdominal, donc c'est très dangereux pour la santé. Donc limiter vraiment sa consommation de sucre, donc les boissons gazeuses, les jus de fruits qui contiennent du sucre, donc vaut mieux les faire soi-même, avec des fruits, voilà, exactement.
Donc, en règle générale, pour le sucre, les femmes, on dit 6 cuillères à café de sucre par jour, maximum. D'accord. Et pour les hommes, 8. Faut faire beaucoup même. Hein. C'est beaucoup, mais il y a du sucre caché dans beaucoup d'aliments. C'est ça le... Ah, tu parles de toutes les formes de sucre. Oui, oui. C'est-à-dire que, par exemple, si je mange du riz, tu comptes ça dedans? Il y a une certaine quantité de sucre à l'intérieur, le pain et tout ça. Voilà. D'accord, donc c'est tout sucre confondu, y compris le fructose, y compris le sucre des fruits. Fructose. Ah, le fruit. Oui, parce que ça aussi... J'en ai parlé la dernière fois, justement, sur mon Instagram. Les fruits. Peut-on manger trop de fruits, c'était voilà. Beaucoup de gens pensent que, alors les fruits, c'est super bon pour la santé, donc j'en abuse et tout ça, mais faut faire attention, parce que ça contient quand même du sucre, c'est quand même un excès calorique, et ça peut se retrouver à être stocké par l'organisme sous forme de gras. D'accord. Donc faites attention à la consommation. Faire de l'exercice, obligé. Ces protéines, en consommer suffisamment, parce qu'on n'en mange pas forcément suffisamment et de bonne qualité. Donc la viande rouge, diminuer la quantité de viande rouge, privilégier tout ce qui est protéines d'origine végétale, les poissons, la volaille, d'accord. Boire beaucoup d'eau, dormir suffisamment. Les mêmes bases, les mêmes règles en fait. Les mêmes règles en fait. C'est ça, et c'est ce que tu disais sur le fait, en fait, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de remède miracle pour perdre une partie du corps. Il n'y a pas de remède miracle, que personne ne vous dise le contraire. Sinon, la personne sera un charlatan. Hein. Moi, je le dis. En fait, ce que tu as fait, c'est juste déprimer DJ avec ta chronique. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi tu fais que des exercices localisés et pas autre chose? La corde à donc tu fais un peu de cardio. C'est bien. Oui. Donc c'est super alors. En fait, il faut varier les exercices. Il faut varier les exercices. Tant que tu fais un exercice cardiovasculaire qui est la corde à sauter, c'est super bien. Okay. Mais surveille ton alimentation. Et là, sur le long terme, tu auras des résultats. Ce pas des résultats qui vont tomber en un mois. Ça va prendre plusieurs mois, certainement. Mais il faut être consistante, en fait. Il faut être persévérante et être patiente. Ne jamais perdre plus d'1 kilo par semaine, parce que si vous perdez plus d'1 kilo par semaine, ça veut dire que vous perdez autre chose que du gras, et vous perdez certainement la masse musculaire aussi. Et là, ça a des dommages sur votre métabolisme. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Dédé. Franchement, c'est très utile tout ça. Très instructif, oui. Et je pense que le message est passé. Vous avez compris, il faut perdre naturellement, enfin pas naturellement surtout, il faut perdre de manière saine, c'est ça. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition des Femmes d'ici. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition. D'ici là, excellente fin de journée à vous. Bye.